Salut l'équipe, on se retrouve pour ce nouveau point de marché du 11 août 2025. Comme chaque lundi, on se retrouve pour faire un petit point de l'actualité macroéconomique et on passe en revue sur les graphiques les principales classes d'actifs, que ce soit les indices boursiers américains, l'or, le pétrole, le dollar et bien sûr Bitcoin et nos cryptos préférés. Exceptionnellement, la semaine dernière, il n'y avait pas de point de marché puisque j'étais en vacances, j'étais en Norvège. Alors, petit point voyage, franchement, la Norvège, c'est un pays que je recommande, c'est vraiment magnifique, très vert, des fjords qui sont vraiment magnifiques à voir, que ce soit en se baladant en train, en bus ou en bateau. Voilà, sortie bateau, c'est vraiment, je recommande, c'est vraiment très 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 joli. Pour ceux qui ont le goût des grands espaces, de la montagne, du vert, vraiment très sympa. Il y a des activités également type rafting qui sont vraiment ultra top. Alors, les conditions météo là-bas sont pas du tout les mêmes qu'ici, puisque là-bas, il fait plutôt entre 10 et 15 degrés. Donc, il fait beaucoup plus frais. Il y a également beaucoup de pluie. C'est pour ça que c'est beaucoup plus vert aussi. Il y a eu un petit choc thermique quand on est parti. Du coup, il faisait quelque chose comme 12-13 degrés. On a atterri, il faisait 40 degrés. Voilà, donc il faut que je me réacclimate aux températures du sud de la France. Voilà, mais je voulais juste vous faire un petit retour du coup sur ce petit voyage d'une semaine que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Le petit inconvénient, c'est qu'il faut quand même avoir le budget. Globalement, le coût de la vie est à peu près 2 fois plus cher qu'en France. Donc voilà, il faut quand même avoir un petit budget pour pouvoir y aller. Mais voilà, si vous avez chaud en France et que vous voulez trouver un petit coin où il fait plus frais, la Norvège, c'est vraiment très très sympa à faire. Ceci étant dit, je suis ravi de revenir cette semaine avec un marché dans le vert. Ça fait extrêmement plaisir, que ce soit Bitcoin, Ether ou l'ensemble du marché. On est globalement dans le vert, comme on peut le voir ici sur le top 100. On a quasiment tout qui est dans le vert. On a des très belles perfs. On a Aero qui fait plus 52, Lido plus 59, Mantle, le jeton de Bybit qui fait plus 43. On a Chainlink enfin qui se réveille un petit peu avec 31%, Pendle 34% et ENA qui est dans une très belle dynamique au-delà de cette semaine qui fait plus 33%. Pour ceux qui me découvrent au travers de cette vidéo, on commence la vidéo dans une première partie pour faire un petit point sur l'actualité macroéconomique et ensuite on a une deuxième partie où on va voir les différents actifs sur les graphiques. Avant de commencer, je vous rappelle que je ne suis pas conseiller financier, que je n'ai pas non plus de boule de cristal. Je vous partage simplement ma vision et mon analyse du marché, principalement basée sur la psychologie des marchés au travers de l'analyse technique, et rien dans cette vidéo ne constitue un conseil en investissement. Avant de continuer cette vidéo, je suis très heureux de vous présenter ce premier partenariat qui permet de soutenir le travail fourni sur cette chaîne. Une chaîne qui a bien grandi depuis son lancement et je vous en remercie infiniment. Je reçois de plus en plus de sollicitations et j'ai choisi Bitpanda pour m'accompagner tout simplement parce que je suis client chez eux. Je vais vous présenter succinctement pourquoi, mais également quels sont les inconvénients et les limites que je trouve à cette plateforme pour être tout à fait transparent et objectif. Bitpanda, c'est une entreprise qui a été créée en 2014 en Autriche et c'est une des premières à avoir eu l'agrément MiCA en début d'année 2025. Le gros avantage de cette plateforme, c'est que c'est une plateforme tout en un qui permet d'avoir des cryptos, des actions, des ETF, des matières premières et des métaux. Donc ça, c'est vraiment top de pouvoir tout centraliser au même endroit. C'est une plateforme qui est simple et intuitive et qui dispose de fonctionnalités qui sont très intéressantes comme le DCA, donc avec son plan d'épargne, la possibilité également de mettre des ordres limites, la possibilité d'avoir une carte Visa avec du cashback en Bitcoin, de pouvoir faire travailler ses cryptos avec du stacking, le fait de pouvoir faire travailler également son cash avec Bitpanda Cash Plus. Je ne vais pas présenter toutes les fonctionnalités, il y en a pas mal, c'est une plateforme qui est innovante. Ils ont sorti il y a quelques mois Bitpanda Fusion qui permet de faire du trading, le Web3 Wallet également qui permet de se connecter à la finance décentralisée, donc une plateforme qui est vraiment très complète. Il y a 0 de frais de dépôt et de retrait pour le cash, donc ça c'est aussi également un avantage. Des clients qui sont satisfaits, si on en croit en tout cas les avis sur Trustpilot, il y a plus de 13 000 avis. Maintenant, côté inconvénient, donc on est sur une plateforme centralisée, donc il y a le risque de contrepartie en laissant ses cryptos et ses différents actifs dessus. Pour autant, côté crypto, on n'est pas sur des dérivés, donc on peut transférer ces cryptos, mais également les retirer vers d'autres portefeuilles qui nous appartiennent. Et également, au niveau des frais et des commissions, on est dans le standard des courtiers comme Finari et Swissborg, donc on n'est pas dans les plateformes les moins chères.
On est aux équivalents environ de Coinbase, mais on reste plus élevé en termes de frais que des plateformes 100% crypto comme Binance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'ai également réalisé une vidéo où je compare 7 plateformes qui sont sur la liste blanche AMF. Je vous mets le lien ici si vous voulez en savoir plus. Et si, comme moi, vous êtes intéressé par les services de Bitpanda, je vous invite à vous inscrire via mon lien d'affiliation qui est disponible dans la description pour bénéficier d'une offre exclusive. Ceci étant dit, on reprend la vidéo. Au niveau de l'actualité, je vous ai sélectionné les 2 news qui pour moi me semblent vraiment les plus impactantes sur le marché. La première, c'est un décret de Trump qui ouvre l'épargne retraite américaine aux cryptos. Entre autres, il n'y a pas que les cryptos qui sont concernés. Donc le système américain au niveau des retraites est un système de capitalisation. Donc ce sont les actifs qui capitalisent pour leur retraite, contrairement en France où on est sur un système de répartition. Et donc il y a des plans retraite donc qui pèsent plus de 8700 milliards de dollars. Donc voilà, c'est un marché quand même qui est colossal. Au niveau de son fonctionnement, les salariés versent une part de leur salaire brut qui est ensuite, c'est l'employeur ensuite qui le gère, puisque le plan est proposé par l'employeur, qui investit sur des placements financiers comme des fonds cotés. Et donc bientôt, ces fonds-là vont pouvoir intégrer Bitcoin, Ether, autres altcoins. Alors ça reste encore à définir. Pour moi, ce sera principalement Bitcoin et Ether, comme c'est indiqué ici. Donc bien évidemment, c'est pas les 8700 milliards de dollars qui vont être éjectés en crypto. Ce sera voilà un pourcentage du coup de ce montant-là qui sera progressivement amené à être investi sur Bitcoin et l'Ether principalement à mon avis. Et le deuxième article, c'est Donald Trump qui signe un décret pour protéger l'industrie du debunking. Donc on avait connu sous Biden et avec la SEC également de Gary Gensler une opposition très forte aux entreprises crypto et donc l'accès aux banques leur était compliqué, voire ils étaient blacklistés tout simplement. Et donc l'objectif c'est de mettre fin à tout ça et de pouvoir permettre à tous les Américains, toutes les entreprises américaines, et y compris celles de l'industrie crypto, de pouvoir accéder du coup aux services bancaires traditionnels comme n'importe quelle autre entreprise. Donc rien de foufou en soi, puisque, enfin en tout cas moi ça me semble normal que les entreprises crypto aient le même droit d'accès aux banques que les autres entreprises, mais toujours est-il que jusqu'à présent elles étaient quand même limitées dans l'accès, voire certaines avaient pu être bannies. Donc ça va permettre aux entreprises américaines de l'écosystème crypto de pouvoir se développer au travers de services bancaires. Concernant le calendrier de cette semaine, donc demain 14h30, le mardi 12 août, on aura l'information de l'inflation américaine au mois de juillet, l'IPC, donc qui précédemment était de 2,7, qui est attendu donc pour demain, pour le mois de juillet, à 2,8. Si on regarde un peu la tendance sur Trueflation, au mois de juillet, on a eu un début de mois de juillet du coup en baisse avant de repartir à la hausse. Donc on est sensiblement stable, je trouve. Donc voilà, 2,7, 2,8. Ça semble être cohérent. Et pour le moment, sur le mois d'août, voilà, on a une petite baisse de l'inflation via Trueflation. Donc voilà, on aura l'information demain de l'inflation du mois de juillet aux US. Qui dit inflation dit rapport mensuel. Tous les mois, je sors un nouveau rapport mensuel suite aux chiffres de l'inflation, puisque l'inflation est très suivie au niveau de la Fed pour faire évoluer ses taux directeurs, que ce soit à la hausse ou à la baisse, ou à les stabiliser. Et donc, je passe en revue 4 types de données: données macroéconomiques, données on-chain, données techniques et données liées au sentiment de marché. Voilà, tout ça est passé en revue, c'est analysé. Donc si ça vous intéresse, le rapport du mois d'août sortira probablement mercredi ou jeudi de cette semaine. Au niveau des probabilités des taux de la Fed, donc on a une très forte probabilité de voir la première baisse de taux de 2025 le 17 septembre, 88% de probabilité donc d'avoir une baisse sur 2025, une potentiellement deuxième baisse au mois d'octobre et une troisième baisse au mois de décembre. Donc là, on est beaucoup plus incertain. Jusqu'à présent, on était plutôt sur 2 baisses, une en septembre, une en décembre. On l'a eu au cours de l'année, cette troisième baisse au mois d'octobre. On la voyait plus sur ces dernières semaines. Là, elle revient. Donc pourquoi pas du coup 3 baisses sur la fin d'année, ce qui serait évidemment très profitable au marché à risque. Au niveau des ETF sur Bitcoin, la semaine dernière, une semaine plutôt mitigée. Il y a eu
2800 Bitcoin de sortie lundi. Le mardi, on était à moins 1700 Bitcoin. Ensuite, plus 800, plus 2400, plus 3400. Donc, on s'est bien repris sur la fin de semaine, mais un début de semaine plutôt difficile. Et on est encore loin vraiment des inflows très importants qu'on avait eu sur le début du mois de juillet. Voilà, des ETF Bitcoin qui se calment un peu au niveau des entrées. Sur Ether, la tendance est un petit peu meilleure. On avait eu 2 journées dans le rouge, le lundi 4 août et le vendredi 1er août. On avait eu moins 41 000 et moins 133 000 ETH en outflow du coup sur les ETF Ethereum, mais ça a été très largement compensé par les inflows de cette fin de semaine dernière. Voilà, on est remonté quand même assez fort, même si on avait fait une belle baisse. Donc sur Ether, ça s'est un petit peu calmé du coup sur le début de la semaine dernière, mais ça s'est très fortement repris. Donc la tendance est toujours très forte également sur les ETF ETH. On voit d'ailleurs au niveau des réserves stratégiques d'entreprises également que ça augmente très fort. On a en vert ici les réserves stratégiques, on a donc des entreprises qui accumulent de l'ETH, et en bleu on a la part ETF, donc pareil, qui ne cesse de croître. Et aujourd'hui on a plus de 7% des ETH qui sont détenus soit en ETF, soit en réserve stratégique. Je trouve ça juste colossal. Voilà, donc une tendance quand même qui prend de l'ampleur au niveau de la réserve stratégique de Bitcoin. C'est pareil, ça prend de l'ampleur, et donc pour moi tout ça, ça démontre que l'engouement, l'intérêt, l'achat, les hausses de cours qu'on peut voir sur ces actifs se font principalement par les institutionnels et que les particuliers sont encore assez absents, je pense. Sur ces marchés, on voit d'ailleurs au niveau du Fear and Greed qu'on n'est pas sur des niveaux très excessifs. Donc là actuellement on est à 70. Si on regarde un peu comme ça sur l'histoire, si je me mets, je suis sur 1 an, donc on est ici très stable en fait. Mars-avril, on était dans la peur. On a eu un excès d'euphorie sur la fin d'année, on a dépassé les 90, donc c'était au moment de l'élection de Trump. Et depuis, voilà, on a fait des nouveaux ATH et voilà, pas d'euphorie particulière. Si on regarde le crypto fear and greed de CoinMarketCap, c'est pareil, 62. On est plus bas que début juillet quand ça avait poussé fort. On est plus bas qu'au mois de mai, alors que au niveau du cours, on est plus haut. On est également plus bas que sur la fin d'année, alors qu'au niveau du cours, on est largement plus haut. Voilà, tout ça pour vous montrer en fait qu'il n'y a pas d'excès d'euphorie sur le marché actuellement, et moi personnellement ça me laisse du coup plutôt optimiste sur la suite des semaines et des mois à venir, puisque je considère que tant qu'il n'y a pas d'extrême euphorie, on n'est pas, probablement pas en tout cas, sur le top de marché de ce cycle, sous réserve bien sûr qu'il y ait toujours des cycles. C'est pas dans ces moments-là en tout cas que je vais tout de suite prendre des profits, même si évidemment c'est important de prendre des profits en cours de route. Et je vous propose maintenant de passer sur les graphiques. On commence par le total de la capitalisation. On est en semaine ici, W pour weekly. On a ici dessiné une tasse avec une anse qu'on a breaké à la hausse. On est venu faire ici un pullback, un petit excès baissier avant de repartir à la hausse, et on a signé la semaine dernière un plus haut historique sur le total crypto avec quasiment 4000 milliards de dollars sur ce marché. Donc nouvelle ATH sur le total crypto, principalement poussé par Bitcoin et Ether, puisque si on regarde le total 3, donc est hors Bitcoin et Ether, on n'est pas revenu encore sur les ATH, même si on en est quand même pas loin et on s'en rapproche. Cette droite de tendance là qui a fait office de support à plusieurs reprises. Voilà, donc maintenant ce qu'on attend, en tout cas pour les altcoins, pour une potentielle alt saison, c'est d'aller casser ici cette résistance pour aller faire des plus hauts historiques. Si on regarde d'ailleurs la Bitcoin dominance, on voit que le canal haussier a été breaké à la baisse. Alors c'est pas la première fois, c'est la deuxième fois, ça avait été le cas également en fin d'année avant de le réintégrer. Donc là on a une cassure qui est très franche, très nette, très forte, hein, vraiment. On est vraiment sur une grosse bougie rouge importante et pleine. On est revenu ici sur la zone des 62% de dominance avant de repartir à la baisse. Il est probable que on ait trouvé le top de la dominance de Bitcoin sur ce cycle. C'est pas encore acté, mais c'est pour moi la probabilité en tout cas la plus élevée.
On avait ce niveau-là ici autour des 72% qui était du coup le record historique sur les cycles précédents. J'ai dit dans une vidéo il y a 3 ou 4 semaines que je pensais pas qu'il sera atteint. Peut-être il le sera, hein, évidemment, j'ai pas de boule de cristal. Mon sentiment aujourd'hui, c'est plutôt qu'on va partir vers le sud pour la dominance pour aller potentiellement retrouver des niveaux ici autour des 40%. Et donc ce qui serait très favorable aux autres cryptos, Ethereum évidemment, et bien sûr l'ensemble du marché. Donc avant d'aller sur Ether, on va faire un petit point quand même sur Bitcoin. Bitcoin qui est dans une phase du coup de stabilisation. La semaine dernière, on a eu une bougie quasiment de ravalement par rapport à la semaine précédente. On est revenu ici à faire un pullback sur la zone des 112 000 $. Les 112 000 $, donc qui était l'ancien ATH ici, qui faisait office un petit peu de résistance, qui ont été cassés à la hausse. C'est à ce moment-là que je vous avais mis cette belle bougie verte avec cette petite mise à jour des graphiques en projetant environ 40% de hausse comme ça avait pu à peu près être le cas sur les précédentes hausses. Hop, je vous remets de ce graphique en escalier, hausse, stabilisation, hausse, stabilisation, hausse, stabilisation, hausse, stabilisation. Et là, pour moi, on est en train d'enclencher une hausse. En tout cas, c'est la probabilité la plus élevée, hein. Évidemment, tous les scénarios sont possibles. Le marché peut partir à la baisse. Voilà, faut gérer son risque, comme on dit, avoir un bon money management adapté à ses objectifs, son profil, etc., etc. Et donc là, on a un début de semaine qui est plutôt positif sur Bitcoin, même si aujourd'hui, celui qui fait le plus parler de lui, c'est Ether. Ether qui a fait une clôture hebdo au-dessus de ses plus hauts sur ce cycle. Maintenant, la prochaine zone, ça va être la zone des 4800, 4850, qui correspond à l'ancien ATH sur Ether, qui a eu lieu en novembre 2021. Pour moi, c'est la prochaine zone de résistance et je pense qu'elle sera atteinte et dépassée à un moment donné. Ça a toujours été le cas. Maintenant, rien ne nous garantit que ça arrivera. Voilà, pourquoi pas venir autour des 4800, revenir ici sur ce support autour des 4000 avant de repartir. Tout ne monte pas en ligne droite. Ether ne va pas partir to the moon directement. On a déjà, je trouve, des très très belles bougies haussières sur Ether. Il y a des petites corrections, pour moi ça reste quand même des petites corrections. Après on est sur la crypto, hein. Vous connaissez, on prend un moins 20%, voilà, il n'y a rien d'anormal en tout cas dessus. Peut-être même que là, on va avoir Ether qui va revenir à 3000 avant de repartir, ou d'aller à la cave encore une fois. Tout est possible maintenant, voilà, quand je vois le mouvement de fond sur ETH, que ce soit au niveau de ses fondamentaux, mais également au niveau de l'attrait des institutionnels, je reste du coup très optimiste, surtout qu'encore une fois, il n'y a pas d'euphorie particulière sur le marché. Et comme je vous le disais, moi je base beaucoup mon analyse sur la psychologie des marchés. Donc tant qu'on n'est pas dans une phase d'euphorie, voire d'euphorie extrême, et qu'on est en tendance haussière, la tendance haussière, pour moi, se poursuit. Voilà, c'est un peu ma théorie d'investissement. Voilà, après, l'avenir nous le dira. Ensuite, au niveau des autres majeurs, on a XRP également, qui est en train ici donc de breaker son ancien ATH. Ici, il y avait cette zone-là de travail qu'il a breaké à la hausse. Il est revenu faire un pullback dessus. Donc, tentative du coup de réimpulser une dynamique haussière sur XRP. Quand XRP part, c'est souvent assez violent. Alors, pour le coup, c'est pas une crypto que j'apprécie particulièrement au niveau de ses fondamentaux. Ce n'est pas non plus une crypto que j'ai en portefeuille, j'en ai eu. Moi j'ai tout vendu quand on a été à 2 ou peut-être 2,5, je sais pas, j'ai tout sorti et je compte plus re-rentrer dessus. C'était un vieux bac que j'avais. Je suis très content des profits pris dessus et même si ça continue de monter, eh bien tant mieux pour tous ceux qui sont dedans, pas de souci. Moi perso je préfère aller ailleurs que sur XRP. Toutefois, techniquement, je pense qu'il peut encore nous faire de belles perfs. Ensuite, le BNB, donc est quatrième avec sa tasse double anse qu'il a breaké du coup à la hausse. J'ai pas mis les zones de support là-dessus. Hop, ici on a cette zone là donc a été une résistance qui correspond du coup à l'ATH du cycle précédent que du coup BNB est venu tester en juin 2024, qu'il a testé également en fin d'année, qui a fait un nouvel ATH avant de repartir dessous. Et là, il est en train de breaker à la hausse. Donc je suis plutôt bullish sur le BNB. Je le vois bien continuer sa tendance haussière. En tout cas, je vois pas de signe d'invalidation.
On a un RSI qui est plutôt calme également, hein, quand on parlait de momentum au niveau crypto, Fear and Greed. Voilà, il n'y a rien, y a rien d'excessif, on n'est pas en surachat. Sur Bitcoin non plus, je voulais pas passer sur Ether. Voilà, ça frôle en fait, mais c'est pas en tout cas des niveaux excessifs comme on a pu connaître sur les cycles précédents. Et la cinquième, c'est Solana qui est toujours dans son range. Solana du coup qui est en sous-performance par rapport à Bitcoin, par rapport à Ether, par rapport à XRP et par rapport à BNB. En tout cas, si on regarde les derniers mois, Solana avait quand même performé plus tôt que les autres, mais force est de constater aujourd'hui qu'on n'est pas sur un nouvel ATH sur Solana, contrairement à BNB, contrairement à XRP, contrairement à Ether en tout cas sur ce cycle, mais qui est bien parti pour le faire, et contrairement évidemment à Bitcoin, donc Solana qui est peut-être un peu décevant pour ceux qui sont dessus. Ensuite, au niveau de la finance traditionnelle, si on regarde le VIX qui est l'indice de la peur sur le S&P 500, tout va bien, les marchés sont plutôt rassurés. Un S&P 500 qui est également sur ses plus hauts. La semaine, donc il y a 2 semaines, on a vu une bougie baissière. Ouais, je vais dire une belle bougie baissière, elle n'était pas non plus extrêmement baissière. La semaine dernière, on est remonté. Voilà, on est toujours dans ce canal haussier sur le SP500 qui est sur ses plus hauts actuellement. Le Nasdaq qui a fait un plus haut historique en clôture. Le Nasdaq qui est très très chaud. Le coin de Coinbase qui a bien baissé sur ces dernières semaines, donc qui pourrait être intéressant. Voilà, moi c'est vrai que sur des actions comme ça ou sur des cryptos qui sont en forte tendance haussière, ça peut être intéressant de se positionner du coup quand il y a des replis. Pourquoi pas se repositionner sur Coinbase, peut-être un petit peu plus bas ou pas, enfin voilà, à voir. Ça c'est encore une fois vraiment propre à chacun. Je pense que l'entreprise Coinbase a de très beaux jours devant elle, et donc voilà, quand il y a des dips importants, c'est vrai que je trouve ça intéressant de se positionner dessus. J'ai très peu d'actions en portefeuille, et donc pour être tout à fait transparent avec vous, voilà, sur Coin, je sais pas si je rentrerai dedans ou pas. Si ça va plus bas, c'est possible, et si ça repart à la hausse, et bien, très bien, je suis content, je suis dedans. Donc tout va bien. Au niveau du gold, on a un gold qui latéralise depuis un petit moment. On a vu une reprise haussière ici. La semaine dernière, on a baissé. Voilà, si ça continue de latéraliser, on va venir commencer à titiller en fait cette zone de support de cette tendance haussière. Donc ça va être intéressant de voir comment ça réagit. Est-ce que ça va réimpulser du coup une dynamique haussière sur l'or comme ça avait été le cas ici? Voilà, on va suivre ça. Au niveau du pétrole, rien de particulier, autour des 63 $. Le dollar, lui, il se laisse pas faire. Il est sur la zone basse ici de ce canal haussier. Il est en plein rebond. La probabilité la plus élevée pour moi, c'est de repartir à la hausse. Un dollar qui reprend de la puissance. L'euro-dollar, du coup, lui, qui s'est lui extrait par le haut, stabilise du coup autour des 1,16. Voilà, la probabilité pour moi reste quand même de réintégrer ce canal. L'invalidation, pour moi, elle se situe autour des 1,22, 1,23. Aller faire un plus haut au-dessus de ces niveaux-là, ce serait potentiellement une inversion de tendance. C'est pas encore le cas. Donc même si ça s'est breaké, ça pourrait réintégrer tout à fait ce canal baissier de euro versus dollar. Voilà pour le point de cette semaine. Donc globalement, un marché crypto qui se porte très très bien, emmené par Bitcoin et Ether qui est en train de prendre le relais dans un contexte macroéconomique qui est pas foufou mais qui est quand même plutôt pas mal. On voit en tout cas que les marchés à risque comme les actions se portent très très bien, notamment les actions technologiques avec le Nasdaq. Voilà, dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Je vous donne rendez-vous très rapidement pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.